arrivé avec un peu de vitesse. Bon, il n'a pas traversé complètement, mais il a concentré 3 joueurs. Et automatiquement, il a ouvert des espaces à côté. Qui dit espace dit vitesse. Mais on a vu quand même une séquence très intéressante, les Montpellierais. Et en attendant le ballon dans les mains de Baptiste Couillou dans le camp lyonnais, dans les 40 mètres du côté lyonnais. L'introduction qui a lieu, la mêlée, ça va falloir sortir ce ballon. La mêlée Montpellier qui prend le dessus. Je prends surtout l'exemple. Après, quoi. Est-ce que tu peux peut-être te bouger un petit peu parce qu'on entend très très mal, la communication est difficile en attendant avant de peut-être rétablir la liaison. Un mot, Kevin, comment on aborde la période des fêtes? Parce que nous, on va pas se mentir, on peut faire tous les excès qu'on veut, on n'est pas sur une piste olympique dans un mois et demi. Alors, est-ce qu'il y aura quand même un peu de foie gras, une petite coupe de champagne, ou est-ce que on se serre la ceinture jusqu'au bout? Ah bah oui, je pense que c'est important. C'est important, un petit peu de foie gras, un petit peu de champagne, et de se faire plaisir aussi pour la santé mentale. C'est aussi important que la santé physique, donc on va quand même se faire plaisir. Tess, pareil, tu comptes te faire plaisir? Bah ouais, hein, c'est l'objectif principal. Après voilà, je vais rester aussi dernière chose, on est donc à 48 jours des Jeux de Pyeongchang. Est-ce que pour vous deux, ce seront là dans les prochaines heures les derniers moments de détente, de décompression avant la dernière ligne droite? Alors moi, au moment où je vous parle, je suis en train de gonfler un herbe. C'est là qu'on a énormément de citron, d'orange, et je trouve que Noël on mange beaucoup, et donc du coup d'arriver sur une bûche qui est très acidulée avec pourquoi pas 2-3 herbes, de la menthe, du basilic, oui voilà, digeste, qui permettra de bien digérer après le repas. Moi ce que j'aime beaucoup c'est faire tout simplement des ganaches par exemple avec du jus de citron, et ou alors reprendre du citron, vous râpez dessus, et les zestes vont se diffuser dans la crème quand vous la roulez. Ensuite vous jetez 2-3 feuilles de menthe avec des citrons un petit peu confits un peu à droite à gauche, vous roulez. Et ça, vous le laissez prendre. La recette vous attend sur notre site franceinfo.fr. Si vous n'avez pas encore fait tous vos cadeaux, je vous signale le livre de Cédric Grolet, Fruits aux éditions La Ducasse, 45 fruits pour 95 recettes de saison. Et puis le livre Bûche également de Christophe Felder et Camille Le Sec aux éditions de La Martinière, un concentré de pédagogie autour du gâteau de Noël. Et pour vous abonner au podcast de cette émission, rendez-vous sur notre site franceinfo.fr à la page à toute saveur. Bon réveillon. Merci Laurent Mariotte, bon réveillon à vous aussi et à vous tous à l'écoute de France Info. France Info à Bastia, 105.5. Et partout dans le monde, sur l'appli mobile France Info. France Info Météo, avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable, récoltés à la main par les petits producteurs dans le respect de la biodiversité. À retrouver sur malongo.com. Quel temps pour ce réveillon justement? Quel temps pour demain, Jean-Michel Golinski? Des températures toujours hors saison l'après-midi ces prochains jours, également confortables la nuit, sauf le matin de Noël. Sur l'Alsace et dans les plaines du sud-ouest où de faibles gelées sont probables. Demain, le gris va encore faire la une des conversations au nord de la Loire, toujours par moments accompagné de pluies intermittentes. Le bleu, on va le trouver un peu comme aujourd'hui en montagne, également dès le matin sur le bassin méditerranéen, en dehors des entrées maritimes sur la Côte d'Azur et l'ouest de la Corse. Et puis en journée, un ciel plus lumineux va gagner vers Rhône-Alpes, le Val-de-Saône, des Charentes au centre et le sud de la Garonne. Lundi, retour d'un soleil plus franc dans le sud-ouest et dans l'est, mais sur le bassin méditerranéen, le vent de mer va maintenir un temps plutôt gris. Au nord de la Loire, il y aura toujours pas mal de gris, entrecoupé de trouées près de la Manche, où le vent de secteur sud deviendra sensible. Prévision Météo France, Jean-Michel Golinski. France Info, il est 19h30. France Info. Deux points, ouvrez l'info. C'est le retour de Frédéric Beniada pour l'info. La SNCF une nouvelle fois au centre des critiques, cette fois pas de panne, mais des trains régionaux surbondés dans lequel il n'était pas nécessaire de réserver son siège. Du coup, de nombreux voyageurs n'ont pu monter à bord. Ce soir, la SNCF refuse de parler de surbooking. Sur les routes, la situation se normalise après une journée très chargée. Philippe Marty. Oui Frédéric, la tendance est effectivement à l'accalmie, plus de problèmes sur l'A7, la circulation est fluide, l'arrivée sur les stations de ski se passe plutôt bien, trafic normal sur la 43 en direction de Chambéry, retour à la normale dans le secteur d'Orléans également, c'est la bonne nouvelle de la soirée. Sur la 10, le bouchon se résorbe depuis Poinville en direction d'Orléans, et puis il y a eu un accident sur la 71 entre La Motte et Olivier en direction d'Orléans, et bien la circulation
est maintenant normale. Sur la 11, il reste une petite dizaine de kilomètres de bouchons en direction du sud. Au niveau de la Flèche, il y a eu un accident dans ce secteur. Demain, sur les routes, la journée est verte. Merci Philippe. Au deuil s'ajoute la colère des familles des victimes de l'accident de Millas. La collision entre un car scolaire et un TER, indemnisation d'urgence, soutien psychologique, organisation du retour au collège. Ces questions seront abordées avec les familles des victimes mardi à la mairie de Saint-Félul-d'Aval. Du détergent découvert au pied d'une cuve de yaourt d'une usine Yoplait dans l'Isère, le parquet de Vienne a ouvert une enquête après une plainte pour dégradation volontaire déposée par la direction de l'usine. La production a dû être interrompue, aucun risque pour le consommateur, dit-elle. L'université de Grenoble prolonge jusqu'à la fin des vacances l'accueil de 60 migrants dans ses locaux. Ils y ont trouvé refuge depuis près de 3 semaines dans l'attente de solutions plus pérennes. La direction de l'université invoque son devoir de solidarité et d'humanité. Un collège de Rennes saccagé par 2 élèves de 13 et 14 ans. Les 2 jeunes ont agi pendant la nuit, dont l'un avec un marteau. Ils ont été placés en garde à vue. On ignore leur motivation. Après avoir réveillonné aux côtés des troupes françaises engagées au sein de l'opération Barkhane, Emmanuel Macron a rencontré aujourd'hui le président du Niger. La mise en place de la force G5 Sahel est plus un problème de rapidité opérationnelle qu'un problème d'argent, a déclaré le chef de l'État. Le président a évoqué un possible renforcement des effectifs de l'opération Barkhane. Emmanuel Macron qui a également promis que la France allait aider financièrement le Niger à accroître le nombre de jeunes filles scolarisées dans le pays. Le sud des Philippines frappé par une tempête tropicale. Le dernier bilan, toujours provisoire, fait état d'au moins 180 morts. La tempête a provoqué des inondations soudaines et de nombreux glissements de terrain. La 13e journée du top 14 de rugby. 2 résultats ce soir dans le duel des mal classés. Agen a battu Brive 27-13 et le leader, La Rochelle, a été battu par Bordeaux-Bègles 29-19. Et La Rochelle qui va peut-être perdre son fauteuil de leader puisque Montpellier affronte Lyon et Montpellier qui peut prendre cette première place. Il y a pour le moment 17 partout. Frédéric Beniada pour l'info. France Info. Plus qu'une question écologique, c'est devenu un débat de société. Bruno Rougier pour une nouvelle séquence des mots de l'info et vous allez parler de la voiture. Voitures qui sont de plus en plus chassées des centres-villes. Paris mène actuellement une politique très volontariste en ce sens, mais c'est loin d'être la seule ville française. On peut même dire que c'est une tendance mondiale avec toujours la même ambition: améliorer la qualité de l'air des villes et au-delà, la qualité de vie. On en parle avec Olivier Razemont, journaliste spécialiste des transports. Bonjour. Bonjour. Et Mathieu Flonneau, universitaire spécialiste des mobilités, co-auteur de Vive la route, vive la République aux éditions Aube. Bonjour. Bonjour. Alors une première question à tous deux. Une ville sans voiture, est-ce que c'est envisageable ou doit-on parler de ville avec moins de voitures, Olivier Razemont? En fait, la ville sans voiture, c'est un slogan, mais en pratique, personne ne la revendique réellement. C'est-à-dire que quand on voit un titre avec écrit « ville sans voiture », on l'a vu il y a quelques années à Hambourg, par exemple, en réalité, la ville s'empresse de préciser qu'en fait, non, il s'agit en fait d'enlever des voitures pour laisser de la place aux piétons, aux cyclistes et aux transports publics, mais personne ne revendique le fait de chasser complètement la voiture de la ville. D'ailleurs, ça ne fonctionnerait tout simplement pas. Par contre, il y a un trop plein de voitures et là, on est en train de s'attaquer au problème. Même point de vue, Mathieu Flonneau? Oui, bien sûr. À ceci près que j'accentuerai quand même la dimension carnavalesque du slogan, c'est-à-dire que l'idée d'une ville sans voiture est sympathique peut-être une journée dans l'année, voire un dimanche. Toujours est-il qu'au quotidien, on est quand même confronté à une réalité avec laquelle les citadins sont tenus de composer tous les jours. Donc il y a un principe de réalité aussi à adopter quand on évoque cela. Et la dimension slogan me gêne un peu parce que le carnaval, il est aussi idéologique. Et donc à certains égards, il y a une guerre de religion modale qui est derrière et qui ne résume pas le débat, en tout cas qui l'escamote et qui le réduit très largement. Comment on fait pour limiter les voitures? Alors on interdit, on fait des péages, on fait des zones réservées. Quelles sont les meilleures solutions, Mathieu Flonneau? Et tout dépend des endroits que l'on choisit. Les zones de pertinence et les zones d'impertinence, il faut les définir. Il faut les définir aussi en collaboration avec les citoyens, répondre véritablement aux attentes des citadins, mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire que la ville n'appartient pas qu'à ceux qui l'habitent. La ville appartient aussi à ceux qui produisent de la richesse pour qu'elle soit précisément cette belle ville. Il n'y a pas un moyen unique ou idéal pour limiter la voiture. Par contre, il faut comprendre ce qui se passe. Je pense que résumer la question de la ville et de la voiture à la question des voiturages parisiennes est assez limité, justement. Je pense qu'il faut se poser d'abord la question de pourquoi on le fait. Il y a la question de la pollution, on le dit, c'est en train d'émerger. On a vu il y a quelques jours à New Delhi, on est en train de mettre
jets d'eau artificiels pour faire tomber les particules. On n'en est quand même pas là dans les villes européennes. Il y a la question qui est très importante de l'espace. Aujourd'hui, vous avez dans les villes un espace qui est colonisé par les voitures, les véhicules motorisés de manière générale. Donc ça pose des problèmes parce que ça laisse moins d'espace aux gens qui y vivent et aux gens qui s'y déplacent autrement qu'en voiture, notamment à pied et à vélo. Et puis il y a la question évidemment du CO2 qui est derrière tout ça, qu'on connaît très bien. Il y a la question évidemment du danger, il y a la question du bruit qu'on oublie assez souvent, des klaxons, des moteurs, etc. Et la question est de savoir pourquoi on le fait et comment on le fait. Et comment on le fait à différents endroits en effet. Et il faut d'abord se poser la question, et ça je suis frappé. Alors je parle par exemple des villes moyennes, c'est assez étonnant. On oublie le piéton. Très souvent, d'abord, on continue à organiser la ville que l'on construit en fonction de la voiture individuelle, en partant du principe que tout le monde a une voiture individuelle. On fait des zones commerciales, on fait des zones de loisirs, on fait à l'extérieur de la ville, on met des équipements publics, établissements scolaires, etc., en dehors de la ville, sans se poser la question des déplacements, parce qu'on considère que tout va se faire en voiture. Et puis, c'est assez étonnant, dans beaucoup de villes moyennes ou petites villes que je connais, il y a une rue piétonne ou 2 rues piétonnes, c'est pas beaucoup, on a piétonnisé comme ça 2-3 rues, ça ne peut pas dire qu'on fasse la chasse à la voiture. Par contre, cette rue piétonne, elle est bizarrement difficilement accessible à pied. C'est-à-dire que pour y accéder, alors on a pensé au parking, il y en a toujours plein qui sont d'ailleurs parkings souterrains qui sont souvent vides, mais par contre pour y accéder, il faut passer des carrefours, des barrières, on a des petits trottoirs, etc. Avec un enfant c'est compliqué, donc c'est assez bizarre, on ne pense pas à la ville piétonne assez. Justement, Mathieu Flonneau, limiter les voitures dans la ville, est-ce que ce n'est pas simplement déplacer le problème à la périphérie ? Vous pointez évidemment une des contradictions structurelles de ce genre de politique, au moins en l'état de la donne des mobilités. Là, il faut adosser le débat aux assises de la mobilité, à la loi d'orientation qui est en train d'être conçue par un biais de consultation générale. Et la procédure est assez intéressante. On avait parlé il y a plusieurs années d'états généraux de la mobilité. Là, on y est. C'est-à-dire que véritablement, il s'agit d'adopter une culture plurielle de mobilité. Il ne faut pas adopter des œillères idéologiques. Le grand mérite d'Olivier Razon dans ses travaux récents sur les villes moyennes et le dépérissement des centres-villes, c'est précisément de montrer que la solution, elle est dans la mixité des usages, dans la mixité des modes, et elle n'est pas du tout dans une focalisation qui a une dimension idéologique culpabilisante de surcroît à l'encontre des automobilistes, qui n'est pas tenable en termes réalistes. Olivier Razon, Mathieu Flonneau, on se retrouve dans quelques instants. Il n'y a pas qu'en temps de guerre que des populations doivent être protégées. Il n'y a pas qu'en temps d'occupation que crever de faim n'est plus une métaphore. Nous ne sommes pas dans un pays en guerre, et pourtant, certains vivent dans des conditions de précarité intolérables. Alors faites un don à la Fondation de l'Armée du Salut, car certains combats méritent une armée. Pour Noël, offrez un livre. Urgence absolue de Christian Jacques. Quand les dérives de l'intelligence artificielle virent au cauchemar. Un thriller vertigineux. Un livre XO. Je me souviens d'un Noël. Alors ça devait être en 68-69 avec mon copain Dutronc. Jean-Marie Perrier, photographe. Et Régis Pagnès, qui était mon meilleur ami, qui l'est toujours. On avait essayé de traverser le Mexique et puis on a déconné comme ça pendant, je sais pas, 800 km. Et puis on a réalisé qu'on allait arriver à Mexico le soir de Noël. Alors 3 jours avant, c'est qu'est-ce qu'on va faire le soir de Noël? Et je ne sais plus lequel de nous a une idée. On va faire un concours de paix. Ah oui, très bonne idée. Donc, alors il faut prendre des faillots. Bon, les faillots, ça, il y en a plein là-bas au Mexique. On est arrivé le soir dans une magnifique suite avec de toute la ville. Et on a fait un concours de paix. Je ne sais plus lequel a gagné, mais en tout cas, ça valait le coup d'être vécu. France Info. 17h, 20h, Édouard Marguier. Dans quelques instants, la suite des mots de l'info avec la voiture et nous retournerons à Montpellier pour la suite de la 13e journée de Top 14 de rugby. Montpellier-Lyon, Montpellier qui vient de reprendre l'avantage en inscrivant un essai 22-17, 19h40 sur France Info. L'info, Lauriane Delanoë. Les coffres pleins d'affaires de ski et trop de particules fines derrière les pots d'échappement. Pic de pollution aujourd'hui dans la vallée de l'Arve, la route qui mène au Mont-Blanc en Savoie. C'est à cause du trafic dense et des conditions météo mauvaises. Vitesse